Je pense que la bande à Bader, c'est la réaction des intellectuels petits bourgeois de langue allemande, comme dirait quelqu'un, contre justement l'oubli du passé allemand. Donc c'est un retour du passé allemand, l'oubli du passé allemand par la génération des pères à l'époque. Donc des gens qui sont sortis de la guerre, qui ont reconstruit l'Allemagne en faisant en sorte d'oublier le nazisme, en faisant en sorte d'oublier leur histoire. Est-ce que tu leur donneras raison puisqu'on y est, et qu'on n'y reviendra pas sur ce point, que pour eux il y a une solution, et comme pour Fassbinder aussi ou d'autres, il y a une solution de continuité entre le nazisme, et on le voit d'ailleurs à travers les personnes, entre les deux régimes, c'est-à-dire entre le régime nazi et le régime de la social-démocratie allemande. Oui, enfin ils ont à la fois raison et tort, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans la mesure où l'Allemagne était nazie. En même temps, on ne peut pas comprendre le nazisme sans voir le régime de terreur que c'était d'abord par rapport au peuple allemand aussi. Hein. Mais il y a quand même des sondages dans les années 50 où il y a 37% des Allemands qui pensent que le régime nazi, que le nazisme, c'était pas si mal que ça. Hein. Donc en Allemagne de l'Ouest. Donc il y a d'une certaine manière une continuité, et en même temps il y a ce que les Allemands appelaient la Stunde Null, enfin une rupture radicale en 45 après la capitulation, la défaite du nazisme. Il y a un recommencement allemand, et d'ailleurs pour les Allemands cette Stunde Null, ce recommencement est considéré comme une libération. Je trouve que dans les années 60, il y a cette chose qui est mondiale en Occident, enfin du moins en Occident, qui est la révolte de la jeunesse, hein, à la suite notamment des guerres coloniales, à la suite de ça, que cette révolte de la jeunesse, elle prend un aspect particulier en Allemagne, hein, et que cet aspect particulier, qui passe par le mouvement étudiant, particulièrement à Berlin. Et que, donc, le mouvement étudiant à Berlin-Ouest, comme je disais, très, très, très virulent, puis reflue. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas arrêter, le mouvement, qui considèrent que le reflux est une chose néfaste, et qui pensent qu'il faut passer à une étape supérieure, plus radicale. Le soutien de la petite bourgeoisie intellectuelle de langue allemande, ça me plaît beaucoup, ça, aux terroristes. Mais ils les appelaient pas les terroristes, d'ailleurs, c'est le Bundeskriminalamt, enfin ou la presse Springer qui les appelait terroristes. Bon, la petite bourgeoisie intellectuelle, donc, elle les soutenait parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une espèce de chape de plomb qui existait en Allemagne à ce moment-là, enfin un couvercle comme ça sur l'Allemagne qui était tout à fait qui était terrible. On appelait ça à l'époque la société de consommation. À savoir que effectivement, les biens de consommation étaient là, l'idéologie de l'hypermarché, à savoir tout est disponible tout le temps, à tout moment, était là, le marque était fort, c'est-à-dire que la marchandisation de la vie était vraiment à un point tout à fait qui continue, qui s'est accru, qui s'est amplifié, voilà. L'ultra-gauche allemande part du fait que le prolétariat n'est plus révolutionnaire, qu'il est embourgeoisé. Donc la société de consommation, la prospérité économique de l'Allemagne a embourgeoisé le prolétariat. Donc, il ne faut plus compter sur le prolétariat pour faire la révolution. Alors, comment faire si tout de même on veut, puisqu'il n'y a pas de révolution sans que les masses partent à l'assaut des monuments du pouvoir, c'est le tiers-monde
puisqu'on appelait comme ça ce qu'aujourd'hui on appelle, je sais plus comment. Donc c'est le tiers-monde, les pays sous-développés, les masses immigrées dans les métropoles impérialistes, qui vont sur lesquels il va falloir s'appuyer et qui sont le ferment révolutionnaire. À proprement parler, la décennie rouge, par exemple, n'est pas une pièce de théâtre. C'est une chronique. Tu parlais de l'épopée, oui, voilà. C'est-à-dire que il me semble qu'à partir d'un moment, tous les moyens doivent être bons pour essayer de comprendre une chose et pour la raconter. Là, il s'agit de comprendre aujourd'hui à partir du mythe. Quels sont les mythes d'aujourd'hui? Je pense, par exemple, que l'histoire du groupe Baader-Meinhof permet non seulement de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir comprendre l'histoire de l'Allemagne à un certain moment, mais permet également de comprendre notre aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, le terrorisme est un analyseur, d'une certaine manière, de notre manière d'être ensemble, de nos terreurs, et de notre manière de vouloir à la fois, mettre la main, ou plutôt le doigt, sur là où ça fait vraiment mal, à savoir se heurter au réel. Là encore, d'une manière symptomatique, le groupe Baader-Meinhof signe la fin de l'aventure de l'homme nouveau. Là, quand même, je dirais que ma sympathie va au personnage, même si politiquement je les désapprouve. Voilà. C'est ça, c'est la contradiction de la pièce, c'est-à-dire qu'il y a une condamnation politique d'une certaine manière, en même temps l'excès, la transcendance, la transgression plutôt je veux dire, c'est une chose qui m'est éminemment sympathique. Ouais. La clé de cette chose, c'est ce que je rapporte dans la pièce, à savoir que Baader vient sonner à votre porte. C'est la question qui était posée aux intellectuels allemands. Baader vient sonner à votre porte, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'accueillez ou vous l'accueillez pas? Je laisse la question en suspens.